Donc, tout d'abord, je tiens à remercier vivement les organisateurs pour m'avoir invité à ces colloques internationaux en l'honneur de M. Michel Lamberti, qui était le directeur de ma thèse en psychologie et pédagogie de la musique, thèse doctorale que j'ai soutenue à l'Université de la Sorbonne, dont l'intitulé est La leçon du chant, ton espace transitionnalité. Il est pour moi un honneur et une joie d'être ici parmi vous. Et je salue également ceux qui ont été mes autres professeurs à la Sorbonne et qui sont ici présents, notamment Jean-Marc Jouvel et Jean-Pierre Mialaré. Donc, le professeur Mialaré a été professeur de pédagogie de la musique ainsi que co-directeur avec Michel Lamberti de mon mémoire d'EDA à la Sorbonne, toujours. Donc, la recherche que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai besoin de vous dire deux mots avant de commencer officiellement, s'inscrit dans la continuité d'une étude préliminaire que j'ai présentée aux États-Unis deux fois. Tout d'abord à l'Université de Harvard lors d'un congrès de phénoménologie, puis j'ai eu l'honneur d'être choisie lors d'un concours destiné à des chercheurs du monde entier pour un programme de recherche creusant les aspects artistiques de la musique aux neurosciences. Cet événement porte le nom de Exploring the Mind Through Music et il a été organisé à l'université de Rice et avec la collaboration du Methodist Hospital de Houston, au Texas. Donc j'ai été fellow là-bas parce qu'ils ont décidé de vouloir connaître mes travaux et j'ai eu l'honneur d'être l'unique chercheur représentant la France, l'université française lors de cet événement. Alors, j'ai toute une petite précisation à vous communiquer. Le PowerPoint d'aujourd'hui est en anglais. Et il est structuré comme un TD. Et puis, normalement, les commentaires auraient dû être également en anglais. Mais ce matin, je me suis amusée à les traduire en français. Donc, je vais jongler entre français, anglais et, si vous voulez, l'italien, si nécessaire. Vous me direz, je ne sais pas, je suis à votre disposition. À votre service. Donc, j'ai légèrement modifié l'intitulé aussi, mais les contenus, non, il restera identique. Et je vous prie donc de bien vouloir m'excuser si je ne présenterai pas des vidéos aujourd'hui, ni une autre fois sur cette recherche de façon précise, car il ne m'a pas été possible de filmer cette expérience didactique, et cela a été totalement dépendant de ma propre volonté. Et je vous remercie d'avance de votre compréhension. Donc je pense de parler tout d'abord en anglais, de présenter brièvement les slides et puis de faire un résumé en français. Et il y a très peu de slides, vous verrez. Alors, for many years, I thought singing to persons who experienced violence in childhood. Teaching in a hospital with suicidal patients is quite different from teaching at a school, which is why I had to be specifically trained for it and I must follow a very strict protocol. My experience teaches me that there is a close relationship between the skin and the voice. The voice has memories that are tightly connected to the voice as an incorporated instrument. It is impossible to play a broken violin with holes. The same is true for the physical and psychological body of the instrument voix. Today I will present the case study of an anorexic patient, 13 years old, and already hospitalized for a year. The first goal that I set for suicidal patients is to find and develop the foundation of a joie de vivre, joy of life, in order to increase their vitality and consequently strengthen their survival instinct. Depuis de nombreuses années, j'enseigne le chant à des personnes ayant subi des violences pendant l'enfance et la jeunesse. Enseigner en hôpital, tout de même, aux patients suicidaires est bien différent qu'enseigner dans une école. C'est pourquoi j'ai dû suivre une préparation spécifique à ces fins. Mon expérience m'a appris qu'il y a une stricte relation entre la peau et la voix. Le corps, quant à lui, a ses propres mémoires, et celles-ci sont strictement connexes à la voix en tant qu'instrument incorporé. Nous savons tous qu'il n'est pas possible de faire jouer un violon cassé, ayant des trous, car ça va de soi que pour le corps physique et psychique de l'instrument voix, cela présente les mêmes difficultés. Je boucherai aujourd'hui l'étude d'un cas d'anorexie d'une patiente âgée de 13 ans, déjà hospitalisée depuis un an, lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois. C'est elle qui a demandé de prendre des cours de chant et c'est l'hôpital qui m'a contactée, un hôpital parisien qui m'a contactée. Voilà.
on rentre déjà dans les sujets. How can studying singing help me to increase this patience, joie de vivre? Singing involves work on perception, self-perception, cognition, and conscious image of oneself, self-confidence, self-esteem. It favors the harmonious conjunction of logic and sensibility. It develops both introspection and contact with others. Comment l'étude du chant peut-il m'aider à augmenter la joie de vivre en ces passions? L'étude du chant implique tout un travail sur la perception, sur l'autoperception, propiocezione en italien, sur l'image consciente et inconsciente de soi, sur la confiance en soi, sur le développement de l'estime de soi, sans compter l'immense travail que l'étude du chant engendre sur les plans cognitifs. Chanter par cœur en plusieurs langues, mémoriser le répertoire, développer l'abstraction, les maps des gestes vocaux internes, développer la mémoire associative, etc. L'étude du chant favorise d'une part l'équilibre entre la logique et les sensibles, et d'autre part à la capacité de développer à la fois l'univers de l'introspection et les contacts avec les autres, c'est-à-dire la communication avec autrui. Et j'entends ici par communication quelque chose au sens très large du terme. To sing in tune or correctly, you must have the correct gestures, but also the correct posture, and know how to use your body correctly. Good singing requires the proper dose of gestures and necessary energy to make them. The dynamics produced by singing help to acquire distance from oneself and thus to correct one's self-image. Pour chanter juste, il faut avoir les bons gestes, mais aussi la bonne posture, savoir se servir de son propre corps de façon correcte. On chante juste si on effectue les justes dosages des gestes et des énergies nécessaires pour les accomplir. Les dynamiques engendrées par l'étude du chant aident à prendre de la distance de soi-même et donc elles aident à corriger les regards que l'on porte sur soi. The student realized that each microgesture influences his vocal quality. The quality of his theatrical presence is directly proportional to the quality of his presence to himself. Accept what is real by beginning to accept and appreciate being here and now, hic et nunc, listening to himself on multiple levels. L'élève s'aperçoit que chaque microgeste influence la qualité du son de sa voix. La qualité de sa présence scénique est proportionnelle à la qualité des présences à soi-même. Cela implique qu'il faut apprendre à s'écouter à plusieurs niveaux et pour ce faire, il sera nécessaire un processus d'acceptation du réel, en commençant à accepter d'être ici et maintenant, hic et nunc, et non pas ailleurs. Et j'entends ici par cet ailleurs toute fuite du réel. The study of singing also encourages a work of reflection and of truthfulness with regard to what Winnicott called the true self, and also a work of discovery concerning what others have shown of themselves and which has been absorbed by us and incorporated into us, and which makes up what Winnicott calls the false self. The concept of the true and false self lies at the root of mass psychotherapies. It consists essentially in freeing yourself from the need to do what others want you to do, to be what others want you to be. L'étude du chant favorise également un travail de réflexion sur l'authenticité, sur ce que Winnicott avait appelé les vrais self, et aussi un travail de découverte concernant ce que les autres nous ont imposé par des projections et que nous avons absorbé de façon inconsciente et incorporé en nous. C'est ce que Winnicott a appelé les faux self. Les concepts de vrai self et faux self est à la base de la plupart des psychothérapies. Il consiste à se libérer par un processus plus ou moins long et difficile de ce que les autres veulent que tu fasses, de ce que les autres veulent que tu sois.
Peace reigns only in a condition of harmony with oneself, and therefore in the acceptance of one's true self, as well as of the true selves of others. For it is one's harmony with oneself that makes a harmonious relation with others possible. La paix règne seulement dans une condition d'harmonie avec soi-même, et donc dans l'acceptation de son vrai self, ainsi que du vrai self des autres. Seulement une harmonie avec soi-même permet la réalisation d'un état d'harmonie avec autrui. Et là, c'est mon paradis, comme que vous connaissez probablement déjà. The study of singing lends itself perfectly to processes of reflection and remembrance by virtue of its human rootedness in every sense of that word. Indeed, the voice is born at the crossroads of the preverbal, gargling, babbling, gargling, babbling, senseless words, amorous language, and so on, of the verbal, linguistic faculties of the body, bones, tendons, neurons, and of the unconscious, to the point that it has been the privileged instrument of psychoanalytic therapy from the very outset. This is why the voice is regarded as the quintessence of being. La voix naît et renaît sans cesse au carrefour entre le préverbal, gazouillis, paroles dépourvues de sens, langage amoureux, etc., le verbal, les facultés linguistiques, le corps, os, tendons, etc., et l'inconscient, au point que la voix était l'instrument privilégié de la thérapie psychanalytique dès ses débuts. C'est pourquoi la voix est considérée comme la quintessence de l'être. A singer finds solution in creativity. In turn, creativity strengthens the connection between the body and the intellect. An alternation between a phase that is felt and a phase that is thought about later in a time one might call otium, to make use of the Latin with its opposition to negotium, is constitutive of the single lesson. There is no negotium without an intelligent otium. Un chanteur trouve les solutions dans la créativité. Et à son tour, la créativité renforce les liens du corps à l'intellect, dans une alternance entre des phases d'otium et des phases de negotium. Il n'y a pas de negotium sans un intelligent otium. Par otium, les latins n'entendaient surtout pas un rien faire, un se laisser aller, quand plutôt la nécessité et l'indispensable réflexion intime et profonde, fertile pour une activité ultérieure. The single lesson is a symbolic locus where profound transformations develop. But where does the single lesson end? La leçon de chant est un lieu symbolique au sein duquel s'activent des transformations profondes. Mais où se termine la leçon de chant? Discovery of a diverse repertory engenders positive values. For example, learning to have confidence in humanity, the humanity responsible for conceiving of such works of art and wanting such works to be perpetuated right up to our times. Découvrir la richesse du répertoire artistique à apprendre et avec lesquels se confronter engendre des valeurs positives, comme par exemple apprendre à avoir confiance dans les genres humains, dans l'humanité responsable d'avoir conçu et produit de telles œuvres d'art, tellement élevées qu'elles sont perpétuées au-delà du temps et de l'espace jusqu'à nous et bien au-delà. Oui, j'accélère. This body activities is very complex and demands a harmonization of the different elements constitutive of the human being in question. My hypothesis is that two types of corporeal memory exist, a capillary corporal memory and a synthetic corporal memory that links the different capillary memory. J'accélère. Écoute piégée. In fact, I think that knowing an object is acting on it, constructing systems of transformation that operate on the object or ensue from it. Knowing the real is constructing system of transformation integrated into knowledge. No making copies of transformation of reality. Je m'approche. Voilà, on est aux conclusions. One has to give back to life the gifts it gave us. These gifts have been amplified by us, on the one hand, thanks to a constant fidelity to the work of improvement, on the other hand, thanks to a sense of
disinterested fraternity, which ceaselessly seeks to contribute to beauty that elevates life. L'être humain doit rendre à la vie les cadeaux que celle-ci lui a confiés. Ces cadeaux doivent être nourris et fertilisés par nos soins grâce d'une part à un travail constant d'amélioration de soi finalement, et d'autre part grâce au sens d'une fraternité désintéressée, laquelle continuellement contribue à accroître la beauté qui élève la vie. For those whom it might interest, I treat these themes in my text currently going to press, singing as a way of getting to the intimate history of the subject, cognitive, affective, and relational implication. A conference given at Harvard and published by Springer in the Review on Electroserliana. Voici, je vous laisse aux conclusions. Je m'excuse pour la rapidité, j'étais obligée de faire une énorme synthèse, mais voilà, nous devons porter du respect au temps. Et je vous laisse aux références sur lesquelles je peux éventuellement m'arrêter si l'on a besoin. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ça a été clair et que le fait d'avoir essayé de parler plusieurs langues ne vous a pas confus. Oui. Merci beaucoup pour la présentation, c'est très intéressante. Et j'ai un groupe de questions que je n'avais bien compris. La première, c'est comment est-ce que vous établissez une relation avec la peau et la voix? Ça m'intéresse beaucoup. D'accord. La deuxième, c'est combien de temps est-ce que vous avez travaillé avec cette fille anorexique? Avec cette fille anorexique? Oui. Souffrant d'anorexie, pardon. Et l'autre, c'est bien différent. Je ne sais pas sûre si j'avais bien compris. Oui. Ça, c'est pourquoi je vous demande. Et vous avez montré une slide. Avec les paradigmes? Non, avec plusieurs conclusions. Je ne sais pas si ce sont des conclusions de votre étude ou si c'est le cadre théorique. Peut-être que je n'avais bien compris. Et bon, je voudrais savoir comment est-ce que vous... Comment est-ce que vous avez testé ou avez évalué cette évolution de... Oui. Alors, il y a trois questions, si je ne me trompe pas. La première, c'est la relation à la peau. Oui. Elle vient de très loin, parce qu'en fait, comme j'ai essayé de dire brièvement, j'ai commencé... en fait, c'était les personnes qui m'ont cherché tout naturellement, déjà avant de venir en France, donc il y a plus de 15 ans. En Italie, j'ai eu des étudiants, surtout du théâtre, parce que j'ai une approche assez corporelle et expérimentale aussi. Eux, ils aiment beaucoup ça. Surtout en Italie, les comédiens... il y a un héritage de la comédie de l'art, donc ils ont un rapport au corps qui est très, très, très important. Et ils sont presque des acrobates, vous voyez, ils sont des gens qui poussent vraiment leurs limites. Et ils aiment ça. Et après, donc, ils ne voulaient pas étudier avec des personnes leur faisant faire seulement des vocalises classiques. Mais aussi, j'ai eu toujours des élèves adultes. Et en fait, les fils rouges de ces personnes, c'est que très souvent, ils avaient été violemment frappés pendant l'enfance ou l'adolescence. Et cela avait empêché ces personnes un usage complet de la voix, surtout dans la dimension chantée de la voix. Donc c'était des personnes qui travaillaient, qui pouvaient parler, tout ça, mais ne parvenaient pas à chanter. Donc je n'ai eu beaucoup de personnes adultes comme ça. Et donc cela a commencé, bien avant de rencontrer même le professeur Amberti, de venir à la Sorbonne, à m'interroger, c'est-à-dire sur ces liens profonds entre la peau et la peau blessée, on va dire, parce que bien évidemment, lorsqu'on frappe, on ne frappe pas que la peau, on frappe l'intégrité, la dignité d'une personne, hein, au plus profond, dans un moment où elle est en train de grandir. Aussi, dans un moment où, si vous voulez, les schémas corporaux sont en train d'évoluer. Donc, on l'a... Donc, ce sont des observations empiriques, on va dire. Tout à fait. Après, en connaissant M. Amberti, la littérature sur Didier Ranzieux, les travaux sur l'enveloppe, et Winnicott aussi, etc., avec qui je me sens énormément en résonance, au point que je fréquente l'association des Winnicott à Londres. Et
Il y a un lien, bien sûr, faudrait le développer. Je n'ai jamais amené mes élèves dans des laboratoires, vous voyez, donc c'est vraiment une approche clinique ou humaniste, si vous voulez. C'est une question de respect. Là aussi, je suis ravie de ne pas avoir posé une caméra, parce que déjà, cette jeune souffrant d'anorexie, elle s'est sentie violée lorsqu'un médecin essayait de rentrer pour l'observer pendant qu'elle chantait avec moi. Donc, imaginez-vous une caméra cachée, c'était l'horreur. Moi, je ne pouvais pas. C'est hors des questions. Bien évidemment, ça me limite énormément dans la présentation de ce genre de recherches. Mais il faut accepter les limites que cela comporte. Moi, je ne peux pas, à mon tour. Je me suis sentie déjà très privilégiée qu'il me choisisse comme professeur de chant. Et j'ai beaucoup pensé à M. Mialaré, surtout la première fois que je l'ai rencontré, parce que je fais une divagation, mais elle est indispensable, parce qu'il faut savoir, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais je n'avais pas les droits de poser des questions à l'hôpital. Donc j'ai bien compris qu'il souffrait d'anorexie, je n'avais pas les droits de poser même pas une question, ni sur elle, ni sur sa famille, ni si elle avait fait des études, rien. Donc, imaginez-vous combien j'ai dû développer les langages non verbaux, l'observation du langage non verbal. Et puis cet aspect, je devais à la fois planifier, bien sûr, un parcours didactique avec elle, tout en tenant compte de ses limites, mais elle arrivait parfois, on lui avait souministré trop de médicaments. Donc je devais réinventer ma leçon, vous comprenez? Ce n'est pas des bons. Donc elle pleurait énormément, parce que la voix touche à l'intime. Donc elle était contente de chanter, elle était ravie, mais ça lui ravivait sa blessure. Et alors, j'ai essayé de lui dire, je voudrais bien que vous travailliez aussi à mon absence. À l'hôpital, le temps est indéterminé, vous savez, infini. Donc, nos rendez-vous lui donnaient une attente, un espoir. Combien est-ce que vous avez travaillé avec elle? Plusieurs mois. Pas beaucoup, parce que quelques mois. Parce qu'elle, et en plus, c'était pas un cas. Elle avait déjà été hospitalisée 1 an, donc elle était en train de faire des énormes progrès. Et on avait programmé sa sortie, sauf qu'il y a eu une rechute. Parce qu'ils ont interrompu les cours de chant auxquels elle tenait énormément parce qu'elle voulait devenir chanteuse. On lui a dit, non, tu t'inscris dans un conservatoire, tu es guérie. Et c'est là qu'elle a rechuté, malheureusement. Mais bon, et ça c'est indépendant de ma volonté. Vous voyez, moi j'ai dû me tenir à un cadre extrêmement précis. Néanmoins, ce travail était pour moi de richesse inouïe. Il a inspiré un texte qui s'appelle « L'émotion dans l'expérience thérapeutique du chant ». On peut dire que c'est une étude de cas. Tout à fait. Et je le présente comme une étude de cas. Tout à fait. Cette conclusion, ce sont les inférences que vous avez faites par vous-même. Il y a aussi tout un bagage que j'ai en moi en tant que chanteuse, en tant que chercheur. Et il y a quelque chose, une synthèse qui s'est fait en moi-même, si vous voulez. Aussi des années d'observation que je fais grâce à mon sujet de thèse, pendant lesquelles j'ai observé et filmé avec une méthode longitudinale transversale des très très nombreuses cours de chant, dans lesquels je n'étais pas impliquée ni comme élève ni comme prof, mais j'ai un archive extrêmement riche. Là, du coup, j'ai beaucoup de vidéos que je présente et que j'analyse avec la microanalyse et tout ça. Donc tout ça, ça fait un bagage. Pas ce genre de vidéos. Non, dans des conservatoires. C'était pour la thèse. L'hôpital, c'est venu bien après. C'est relativement récent, ça fait 3-4 ans. Ok, c'est récent. Gabriella. C'est trop proche. Je voulais vous remercier. En fait, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai que le chant, parce que l'anorexie comme une maladie très complexe, parce qu'en même temps on veut être les meilleurs, mais en même temps on se déteste. Donc c'est vraiment c'est ça. Mais je sais pas si vous avez pensé à ça. C'était ma pensée dans ma tête. C'est en fait la voix, c'est la première chose qui apparaît dans la vie. C'est la première chose que bébé fait en fait. Il crie. Donc, comme l'anorexie, c'est une voie vers la mort. C'est vraiment cette idée, elle est incroyable parce que on essaye de remettre cette personne vers la vie, pas vers la mort. À travers donc, une joie de vivre vraiment, à la base. Oui. Oui. C'est même inconsciemment, mais c'est vraiment une idée incroyable. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ce qui était bien, c'est que quand je vous disais, je devais être tellement flexible. La seule chose que je sais, si je peux passer l'information, c'est que je devais être extrêmement reposée, puisque je devais toujours réinventer la leçon. Et je devais faire une attention extrême à choisir les mots.
Parce que pour elle, c'était tellement important, parce que, quand je vous disais, les personnes souffrant d'anorexie sont des personnes extrêmement perfectionnistes, qui souhaitent toujours donner le meilleur de soi-même. Donc, moi, j'avais une estime immense, et c'était, je crois, à un certain moment réciproque. Mais, donc, en quelque part, à travers les mots, je la touchais. Sans la toucher, je la touchais. Donc, j'ai senti, j'avais la responsabilité, je me préparais bien, mais à la fois, je devais être extrêmement reposée pour révolutionner ma leçon, tout en faisant des choses intéressantes. Ce qui est bien, au départ, pour moi, ne pas pouvoir poser des questions était un handicap. J'étais perdue la première fois que ça m'est arrivé. Quand je suis sortie la première fois de l'hôpital, je me suis dit, est-ce qu'elle a aimé la leçon? Je ne sais pas. Je le saurai la prochaine fois si elle accepte de venir. Alors j'attendais impatiemment la fois suivante, et l'hôpital m'a dit, madame, elle vous attend impatiemment, elle adore, elle est là, elle regarde la montre, elle attend les temps passés, parce qu'à l'hôpital, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors c'était une surprise, parce qu'on ne pouvait pas échanger vraiment. Sauf qu'avec les temps, cette relation est devenue très très forte. Et moi, je la comprenais et elle me comprenait beaucoup. Moi, je me limitais à parler des techniques vocales. Du coup, on fonçait et on avançait énormément. Donc, ce qui au départ était un cadre trop strict pour moi, je l'ai trouvé quand même avantageux. Et il était là pour me protéger, ces cadres. La patiente n'avait pas le droit de connaître mon nom, ni mes coordonnées, et vice-versa. Et je ne suis plus jamais en contact, ça ne dépend pas de moi. Mais je lisais dans ses yeux la reconnaissance. Et il faisait des progrès immenses. Mon point, objectivement, comme pédagogue, mon but n'était pas de la faire évoluer, de la faire devenir calasse. On faisait énormément d'improvisation à deux. Après, je lui laissais un espace tout à elle. Elle aimait chanter Rihanna. Et après, à deux, on faisait des choses. Elle prenait du plaisir, sans culpabiliser. Et en plus, elle disait, il faut que je mange un peu plus pour la prochaine fois, parce que le chant demande de la force. Il faut que je dors pour la prochaine fois. Et une fois, complètement par hasard, il y avait une petite fête là, un buffet, et je lui dis, soulevez une bouteille d'eau, parce que je veux que vous perceviez un peu mieux les diaphragmes. C'était une bouteille de moins d'1 litre. Et elle m'a dit, mais madame, moi je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Et là, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, je me rends compte que je me suis en train de me détruire. Mais en fait, cette petite coïncidence a fait en sorte qu'une petite bouteille d'eau comme ça, donc de moins d'1 kilo, elle n'arrivait pas. Et ce n'était pas l'anorexie, la personne souffrant d'anorexie au stade plus avancé que j'ai eu. Après, j'ai eu quelque chose de beaucoup plus grave. Mais ça, vous voyez, tout le travail sur la perception des soi et sur la réalisation, les chants, ils nous obligent à ça. Et puis on ne peut plus se cacher, en fait. On s'ouvre. Tout à fait. Tout à fait. Et là, on touche aux limites de ses propres énergies, parce que je ne tiens pas debout, je dois m'asseoir. Oui, mais c'est vous. Après, comme pleurer, je pourrais tourner parce que je ne vais pas conclure la phrase. Et elle avait envie de pleurer, c'est que je la comprends pas, et je ne la jugeais pas, mais je lui disais, si à chaque fois que vous êtes touché, parce que le chant vous touche, même la beauté de sa voix l'a touché énormément, parce qu'elle a découvert, et vous commencez à pleurer, je pense qu'au niveau moral, au niveau éthique, je dois vous dire, essayez de transformer cette souffrance en art. Parce que s'il faut commencer à pleurer tout le temps, on ne fait jamais rien. Enfin, même quand vous serez tout seul dans votre chambre d'hôpital, moi je lui demandais de faire des petits exercices, des postures, etc. Petites choses, mais importantes. Si, je lui dis, si quand je ne suis pas là, vous vous autorisez à pleurer, même pendant la demi-heure de chant que je vous dis de faire chaque jour, on n'avancera jamais. Vous ne serez jamais une comédienne, une chanteuse, pardon. Donc je lui disais, mais ça c'est aussi à nous tous, en quelque part, de transformer ces souffrances en art, en vocaliste, si vous voulez, triste, comme vous voulez, mais de faire cet immense effort de volonté, de transformer cette souffrance en autre chose. D'ailleurs, nous avons plein d'exemples dans la littérature, dans les arts, de tout cela. Merci beaucoup, Alessia. Je vous en prie.